Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous rejoindre. Code électoral modifié et complété, une loi promulguée, devenue donc loi d'État. Mais les critiques ne se sont pas éteintes pour autant. D'ailleurs, sur nos plateaux ce matin, Karim Goudi s'en est fait le porte-voix au nom du parti Les Démocrates. C'est-à-dire que nous reviendrons encore sur cette nouvelle mouture du code électoral. Ailleurs, nous essaierons aujourd'hui, à l'occasion de ce décryptage, d'aller quelque peu en dehors de nos frontières pour nous attarder quelque peu sur le cas du Sénégal qui vote, mais surtout sur le Niger qui résiste depuis lors à ouvrir ses frontières, malgré les gestes de bonne volonté de la part du Bénin. Nous parlerons aussi de cette question avec notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican, que je salue. Bonsoir. Bonsoir François Xavier, bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, je vous rappelle comme à l'accoutumée que vous pouvez nous suivre en direct sur notre chaîne YouTube ETélé Bénin, notre site internet du même nom, notre page Facebook ETélé en direct et nous suivre via notre application ETélé Bénin. Agapit Napoléon Maforican, je viens de le dire à l'instant, ce n'est pas parce que la loi est promulguée que les critiques sont du passé pour autant. Ce matin, on a entendu les récriminations du parti Les Démocrates, en tout cas par la voix de leur représentant Karim Goudi. On parle d'exclusion. Le cas est simple. Ils ont 28 députés, ce qui correspond exactement au minimum pour parrainer. Et de leur position, ils disent ni plus ni moins qu'ils sont en danger, qu'ils pourraient être encore exclus parce qu'il suffirait qu'un de leurs députés se refuse à parrainer. N'ont-ils pas raison? Je pense que on va pas passer le temps à parler nécessairement tout le temps de ce code, parce que c'est vrai, on est encore à pratiquement 18 mois des élections, et nous aurons sans doute, le code électoral va être un peu peut-être le grand plat de résistance en attendant les candidatures. Oui, c'est vrai, mais le Parti des démocrates a une posture qui n'est pas faire faillir. Hein? Quand c'est bon, il prend. Quand c'est mauvais, on les exclut. C'est pas eux, ils ne sont pas. Enfin, cette manière de faire de la politique, je trouve que c'est indécent. C'est indécent, puisque c'est de voter. C'est à eux de convaincre les leurs. C'est à eux de travailler sur les leurs. Nous avons parlé de la démocratie à l'interne. Nous avons parlé du management des partis politiques. Comme moi, je vous l'ai dit, enfin, moi, de ma lecture, l'orientation donnée par le code et validée par la Cour constitutionnelle permet simplement que les partis jouent un rôle, peut-être qu'ils n'ont jamais joué encore dans le pays. Et donc, ça répond sans doute aux efforts faits par le gouvernement, par le président Talon, la majorité, pour pouvoir doter les partis de nouvelles chartes, mais surtout d'un financement public. Donc, alors, lorsque vous avez ça, et dans des pleins de partis qui ne sont pas représentés au Parlement, mais lorsque vous êtes parti au Parlement, vous avez tout ça, vous devez travailler sur les vôtres. Les militants ne sont pas godillots, et puis il n'y a pas des fous non plus, ils réfléchissent. Et lorsque vous êtes un militant, il y a la carte du militant, quand on dit la carte, enfin, la charte des devoirs du militant, il doit avoir aussi les droits du militant. Et lorsque tout ça est clair et vous fonctionnez, moi je ne vois pas pourquoi vous aurez peur. C'est vrai, on a vu des matchs de football où des gardiens de but les deux gardiens sont blessés, le match ne s'arrête pas pour autant. Un joueur du champ entre en jeu. On a vu des gardiens des matchs de football où le deuxième gardien de but prend un carton rouge. C'est un joueur du champ qui prend. On n'arrête pas le match. L'équipe ne va pas se lamenter pour dire bon voilà, j'ai perdu parce que bon voilà, on m'a exclu. Alors, on parle de quoi? On parle de management. On parle pas. Aller à l'élection, c'est une activité de grande prospection. On ne se lève pas pour dire je vais à une élection. On n'anime pas un parti politique par hasard. On ne gère pas des hommes comme on gère son épicerie. Donc, quand vous mettez tout ça ensemble, je vois de quoi le parti parle. Qu'est-ce qu'ils croient donc ils croient que c'est bon, c'est boulevard, bon voilà, dès qu'ils vont dire bon, on est opposition, parce qu'on leur a permis d'aller aux élections législatives sans critique fiscale. Enfin, en les sauvant par rapport à la critique fiscale. On peut, bon, ils peuvent se lamenter, jérémier, et puis bon voilà, on va leur permettre encore d'aller aux élections. Ouais, le problème, ça fonctionne pour tout le monde.
Alors, ils doutent même, quand l'écouter, ils doutent même aussi même de leur l'IFCBE. Ils ne savent pas là où ils seront. Oui, de leur bouche, c'est que tout peut se passer. Ah oui, mais d'accord, mais tout peut se passer. Mais ils n'ont qu'à faire en sorte que tout se passe bon pour eux. C'est d'abord ça. Si déjà, ils sont déjà dans cette optique d'exclusion, alors pourquoi ils veulent continuer le jeu? Il ne faut pas qu'ils continuent le jeu. Non, je pense qu'il ne faut pas qu'ils continuent de distiller. Je suis d'accord, un test, on n'est pas d'accord, on se bat pour qu'on le change. On a encore le temps de changer le test. On est encore, parce que Mme Miguel a dit, on a encore un peu de temps. Oui. Donc, dans un an encore, il sera possible de changer. Puis on sera toujours en mars 2025, alors que l'élection commence en janvier 2026. Donc, il sera encore possible. Donc, ils peuvent croire, comme ils le veulent, à une seconde lecture ou à des assises. Non, il ne peut pas avoir de lecture. Le texte est promulgué. Oui. Tant que le texte est promulgué, il n'y a plus une seconde lecture. Mais il peut avoir un autre amendement. Il peut déposer une proposition au Parlement. C'est de travailler pour et de mobiliser politiquement. Il ne sait pas faire de la mobilisation politique. Moi, depuis qu'ils sont au Parlement, je les regarde, ils ne savent pas faire. Ils font de la rhétorique stérile. C'est-à-dire que de la politique à l'ancienne, on parle, on harangue, et puis bon, voilà, mais on tombe sur rien. Parce qu'il y a un management à faire. Ils n'ont qu'à convaincre. Je pense qu'ils ont pu convaincre la majorité qui a géré la question de la caution. De la caution. C'est à eux de convaincre. Il ne faut pas aller qu'ils aient dans les procès d'intention. Il faut qu'ils soutiennent ce qu'ils veulent par des arguments solides. Ce code est loin d'être parfait. Ça, c'est une évidence. Ce qu'on va créer quelques petits problèmes, sans doute, comme le code le plus parfait du monde. Si Trump a pu faire envahir le Capitole par cette somatisation, ça veut dire qu'il n'y a pas de meilleur texte possible. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas qu'il remette encore la même rengaine. Je pense que l'État aura fait beaucoup d'efforts depuis 2018, un code en 2018 pour aller aux élections législatives de 2019, des jérémiades, des violences, des assises politiques. Après, code revu pour tenir compte d'un certain nombre de récriminations. Et là encore, code revu pour renforcer les partis politiques. Bon, je pense que c'est à eux de savoir ce qu'ils veulent. Mais c'est grâce au code, c'est grâce à leur, enfin, malgré leur jérémiade, ils arrivent comment à profiter des textes. Parce que bon, ça, on ne doit pas dire ça, mais on va quand même le dire. Puis donc on peut comprendre qui Jérémy pour avoir de meilleures conditions en 2026. Je pense qu'il faut qu'ils fassent de la politique, la vraie. C'est-à-dire, il faut qu'ils nous disent comment il n'y a pas travaillé sur les perspectives, pour qu'on sache concrètement où on est là. On ne va pas passer le temps à parler des textes, alors qu'il ne faut pas du contenu. Normalement, oui, on n'a peut-être pas encore les candidatures, mais on peut déjà commencer par voir un peu les perspectives. Sur quoi on doit travailler? Normalement, ils doivent déjà commencer par décliner un peu peut-être la nouvelle société béninoise de 2026-2031, selon eux. C'est maintenant, il faut qu'ils travaillent là-dessus. Parce que bon, d'accord, les élections, c'est encore dans 1 an et demi. 1 an et demi, c'est pas une éternité non plus. Oui. Donc moi, je pense qu'ils ont mieux à faire. Ou alors, quand aller travailler, ils ont vu 8 députés. Et ils ont un allié qui a quelques élus maires. Alors, pourquoi ne pas travailler déjà à échanger de manière constante, à recueillir les doléances, à voir un peu, à faire une sorte, à trouver le mécanisme pour désigner leur candidat, pour qu'il n'y ait pas de défection. Pourquoi ils pensent que c'est les autres qui peuvent acheter? Pourquoi les autres ne peuvent pas penser qu'eux-mêmes peuvent acheter? Peuvent leur prendre des gens. Alors pourquoi ils pensent qu'ils sont plus vertueux que les autres? Alors, oui, justement, ce qu'ils mettent sur la table, c'est qu'effectivement, on ne peut plus acheter, débaucher aujourd'hui, mais on peut convaincre dans l'autre temps de ne pas parrainer. Oui, si on vient convaincre chez toi de ne pas parrainer, que tu n'as pas un bon management à l'interne. Moi, je le dis toujours, il faut au moins qu'ils fassent quelques efforts. La loi, elle est favorable à eux tous. Ou bien elle est due pour eux tous. Alors, s'ils ne sont pas en mesure d'aller aux élections, ils n'ont qu'à laisser les autres aller aux élections. C'est aussi simple. Donc vous ne partagez pas leurs craintes, parce qu'ils sont quand même à la limite. Écoutez, ils sont des enfants gâtés. Parce que lorsqu'il pleut, le jour de l'examen, vous savez, comme ils partagent les craintes de mes parents du village, comment les enfants vont aller à l'école. Vous savez combien de temps les gens font parfois pour aller au dispensaire, malgré les efforts?
vous voyez la question des AME, des AME, pourquoi nous en sommes arrivés à là. Il faut connaître les difficultés de nos parents sur le terrain, dans les localités. Mais ils ont des revendications des gens rassasiés. C'est-à-dire qu'ils sont dans le confort et ils n'ont pas envie de faire d'efforts. Ils veulent gagner sans effort. Il veut gagner, il veut que le boulevard leur soit dressé, il veut pas faire il veut pas se mouiller avant d'avoir du Graal. Qu'est-ce que vous pouvez gagner sans travail? Sans travail. Mais alors, le travail politique, c'est convaincre les siens, c'est travailler sur les siens, c'est de ne pas faire du diktat, c'est de ne pas rester quelque part enfermé dans ces 4 murs de décréter, comme ils l'ont fait en 2021. Par exemple, où on a débarqué des candidats que le parti ne connaissait pas, et que des gens ont dit ça, c'était eu le courage de dire, d'autres n'ont pas eu le courage de le dire. Mais c'est connu. Alors donc, pourquoi, justement, leur rengaine, c'est justifié par ça. Moi, je pense que, et c'est pas la peine de perdre du temps. C'est vrai qu'en mathématiques, on peut faire des analyses probatoires. Et qu'est-ce qu'on dit derrière? C'est les analyses combinatoires. Voilà. Donc, autant en évoquant l'analyse combinatoire, oui, on peut, ou bien, oui, en faisant de l'analyse combinatoire, on pourrait peut-être voir les possibilités. Et donc, on peut évoquer des hypothèses. L'hypothèse aussi est mathématique. Alors, donc, enfin, est scientifique. Donc, du coup, dans le cas d'hypothèses, oui. Mais si on doit faire des hypothèses, franchement, ça ne requiert pas. Parce qu'on va bouger, à chaque fois qu'on bouge un pion, Pour eux, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Pour eux, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Le matelas est tellement ténu que, bon. Mais c'est bien miraculeux qu'ils fassent ça. Hein. Oui. Parce que là, en fait, ils n'étaient pas qualifiés pour être là. Donc aujourd'hui, ils sont qualifiés. En se qualifiant pour être là, déjà, ils ont voix au chapitre. Ils doivent dire merci. À la Cour constitutionnelle, qu'ils attaquent par ailleurs. Ils ont voix au chapitre aujourd'hui. Donc, du coup, ils n'ont qu'à travailler déjà sur les leurs. Ils ont réussi à faire front contre la révision de la Constitution. Mais donc, ils sont sur le bon chemin. Pourquoi ne pas continuer à faire front? Ils ont réussi enfin, ils ont finalement, se sont résolus à capter les FCBE qui leur tendaient tellement les bras désespérément. Donc, aujourd'hui, ils les ont. Donc, du coup, ça fonctionne. Pourquoi vous voulez qu'on les plaigne? Moi, je ne vois pas le bien fondé de ce qu'ils disent. Après, oui, en politique, tout est possible. C'est à eux de se parer contre ce qui pourrait être l'impossible pour eux. C'est quand même un peu... Ils n'ont qu'à au moins se donner ce devoir. Enfin, cette exigence politique. Voilà, tout est possible, c'est ce tout est possible qui leur pose problème aussi au niveau de la Cour constitutionnelle parce que quand bien même ils acceptent, ils actent que c'est une loi, il faut qu'ils s'en contentent et fassent avec, mais il n'en demeure pas moins que s'ils ont du mal à digérer ce qui s'est passé, la Cour constitutionnelle s'est dédiée, violation de la Constitution, ainsi de suite. Bon, ils ne disent rien que d'autres n'ont dit. Enfin, est-ce qu'il faut encore parler de la Cour constitutionnelle? Il a fait 10 ans au pouvoir. On a eu le chaos. On a fait la lépille sans avoir la lépille. On l'a bien dit. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire encore sur la Cour constitutionnelle? Il n'y a plus grand-chose à dire. C'est notre cours. Une fois, peut-être pour faire encore une fois de la pédagogie, c'est notre cours. C'est l'orientation qu'on lui a donnée, qu'on s'est donnée. Je partage peut-être sur le plan... Je ne partage pas cette logique de la Cour. Je m'essaye au droit public depuis des années et j'estime que nous devons avoir une cour qui dise du droit constitutionnel. Du droit, la Cour constitutionnelle doit dire du droit constitutionnel. Après, on peut avoir un organe de régulation politique qui nous permette de travailler. Sinon, même nos professeurs sont en déphasage. Ils sont en déphasage. Quand ils vont professer à l'université et après ils siègent à la Cour, ils n'arrivent plus à tenir leurs écrits. Leurs écrits, parfois, deviennent obsolètes. Et ça n'assure pas la science. On peut faire des revirements. Même un individu peut revirer. Je peux soutenir aujourd'hui et 2 jours après, je dis, bon, au regard de mes trucs, de l'orientation de ci, de ça, je soutiens tel autre. Mais il faut être honnête vis-à-vis des étudiants, des lecteurs, de toute la communauté scientifique et politique en disant j'ai changé de camp. Je ne peux pas faire croire que je suis dans un camp en travaillant pour un autre camp. Donc le revirement est quelque chose de très profond. Mais nous avons connu
effectivement, au gré de nos cours et des intérêts et des exigences politiques, des diverses manières de voir les choses. Alors, quand tu es juriste et tu es commentateur de l'analyse de l'actualité, à un moment donné, tu constates que c'est comme ça. J'en suis là. Tu constates que c'est ça. Et on fait avec. On ne se plaît pas. Puis c'est la même chose pour tout le monde. Tous les régimes qui sont passés en ont profité. Ça veut dire quoi? Que c'est une option, donc, de suivre une certaine dynamique pour ne pas peut-être être en déphasage. Et ce n'est pas que au Bénin. Je dis, la Cour suprême de la Cour constitutionnelle des États-Unis n'est peut-être pas non plus exemple de critique de ce côté-là. Elle est puissante, elle est autant puissante, elle peut choisir son orientation. C'est vrai que les États-Unis n'ont pas les mêmes problèmes que nous avons, de culture politique, de culture démocratique. Ils sont déjà dans une mécanique démocratique meilleure que nous, de loin, presque achevée, je peux dire, même si toute œuvre humaine est perfectible. Donc, oui, c'est vrai, on peut avoir cette inquiétude. Alors, il lui appartient de faire une proposition d'amendement de révision de la Constitution. Moi, je dis que lorsqu'on a la possibilité, il faut tenter sa chance. On n'a pas besoin d'assises politiques pour ça. Ils n'ont qu'à travailler le terrain pour gagner le pouvoir et remettre en cause la Constitution de 1990. Ils n'ont qu'à tenter d'opérer une révision constitutionnelle. Ils n'ont qu'à convaincre les autres acteurs politiques. Si la classe politique d'aujourd'hui est d'accord que la Cour constitutionnelle garde ces différentes fonctions qui lui permettent de nager à l'interne au regard des options politiques et de l'évolution de la société, s'il laisse la Cour travailler pour faire évoluer le droit, comme on nous l'a dit, ça veut dire que c'est pour tout le monde. Il n'y a pas à se lamenter. Et ils en ont profité d'ailleurs, comme je l'ai dit, mais ils n'auraient jamais dû aller aux élections parce qu'ils n'étaient pas un jour de critique fiscale. Alors donc, ce n'est pas les jérémiades. La loi dit, vous devez l'avoir. Vous ne l'avez pas, vous êtes exclu. Moi, après, on va dire, oui, voilà, on a demandé au DG, on a convoqué. Même convoqué le DG n'était pas tenu d'aller répondre à la Cour constitutionnelle. Le DG, c'est de l'administration. La Cour constitutionnelle, c'est un pouvoir à part. Donc, le DG aurait pu faire un courrier pour faire son mémorandum et envoyer. Alors donc, et c'est après coup, c'est à la fin de délai que ça a été fait. Tout ça fait partie des ouvertures que la Cour se donne, enfin des libertés que la Cour se donne, mais qui ne saurait être l'apanage de la Cour présidée par le procès sur ça. Il a fait l'option, cette Cour a fait également l'option d'y aller, mais tant mieux, tant pis, on constate. Donc, moi, je pense qu'on ne peut pas passer le temps à dire les mêmes choses, alors qu'on est en position de corriger, de changer, et on ne le fait pas. C'est pas possible. Mais il a été au pouvoir 10 ans, il n'a pas opéré de changement sur la Cour constitutionnelle. Il en a profité. Par ailleurs, alors, si la Cour aide le pouvoir à faire passer des options qui permettent d'avancer, parce que la LEPI nous a permis d'avancer. C'est vrai que peut-être que si on devait écouter les jérémiades, on n'aurait jamais pu faire la LEPI. Donc, pourquoi ne pas analyser les bons côtés? Il faut peser, il faut jeter la balance. Qu'est-ce qui nous est le mieux dans un pays où la contestation est tellement facile, où on aime tirer les gens vers le bas, on aime tirer l'action vers le bas, peut-être que l'action de la Cour permet de garder le cap. Parce que quand Patrice Talon arrive au pouvoir avec des options de changement, de rupture, enfin de changement qualitatif, Boria il est venu au temps avec. Je me rappelle, lui aussi avait mis en place une commission pour réviser la Constitution. La commission a travaillé, bon après ils n'ont plus entendu. Alors quand Boni Patrice Talon est arrivé avec un certain nombre de tout à fait, si ce n'était pas que la Cour a permis d'avancer sur un certain nombre d'options, peut-être que la réforme du système patrimoine n'aurait jamais été acquise. Si la Cour devrait dire le certificat de conformité est une pièce nouvelle et que la loi ne peut pas disposer là où là où la Constitution n'a pas disposé, une Cour a dit ça une fois par rapport à la double nationalité. Hein, en 96, dans la loi électorale de 96 avait prévu que celui qui a la double nationalité doit se défaire d'une de ces nationalités
dans le droit de scène étrangère pour être candidat à l'élection présidentielle au Bénin. La Cour a dit que la Constitution n'a pas prévu ces conditions nouvelles et qu'on ne peut pas ajouter des conditions nouvelles aux conditions anciennes. Alors, la Cour trouve dans la loi, dans la jurisprudence, dans les doctrines, trouve des éléments pour soutenir ces arguments. Et je vous l'ai dit, le concept majorité-minorité n'a jamais été un concept qui est dans notre Constitution, tout comme le concept consensus. Le consensus, d'ailleurs, n'a jamais réalisé. À l'Assemblée nationale et à la Conférence nationale, le consensus réalisé n'était que pour faire partie de Mathieu Kérékou. Et comme on ne peut pas le faire partie, on dit bon, on le garde et on le dépouille de ses pouvoirs. C'était ça le consensus. On n'est pas allé à la Conférence nationale par consensus. On est allé parce que le texte était bloqué et qu'il fallait trouver une solution. Alors, ce que vous faites par contrainte, ce n'est pas du consensus. C'est sous contrainte. Alors, les décisions prises n'ont pas été prises, on n'a pas de rapport général. Ils n'ont rien adopté. Ils n'ont rien pu adopter. Ils ont posé les postulats, mais on n'a pas adopté. Donc on a évolué, clopin. S'il y avait consensus, on n'aurait pas eu peur que Mathieu Kérékou rejette la décision le 28 février 1990. Alors donc, mais pourtant, au Bénin, on sait déjà qu'il y a un consensus qui peut faire valeur constitutionnelle, même si on s'est rendu compte de ses limites. Parce que la révision de 2019, je ne sais pas si c'était sous forme de consensus. Je ne sais pas ce que, d'ailleurs, la Cour Diogbedo a anéanti un peu cette affaire. Donc, et ainsi de suite. C'est dire quoi? C'est dire qu'il faudrait que la classe politique connaisse ces institutions. Moi, les universitaires, des jeunes étudiants peuvent faire ça, peuvent se lamenter, ou gérer bien comme on entend par-ci ou par-là, quand ça n'arrange pas les politiques. Des universitaires, des universitaires purs, c'est-à-dire que ceux qui ne mettent pas pied en politique, des jeunes étudiants et autres, peuvent encore dire ces choses-là. Mais pas la classe politique. Ça leur profite. Donc quand ça leur profite, on attaque la Cour. Quand ça leur profite pas, bon voilà, on dit que la Cour a dit du droit. Même si la Cour n'a pas fait du droit, que la Cour a fait de la régulation politique, on dit la Cour a fait du droit. La Cour a dit du droit. La Cour a dit du droit. Allez leur demander lequel droit a été dit, et ils ne savent pas. Donc, moi je pense qu'il faut que dans la classe politique hausse le niveau du débat. Et de cesser de chercher les boucs émissaires un peu partout. Quand c'est pas qu'ils ne sont pas à jour de critiques, donc c'est le DG Impôt. Quand leur option n'est pas passée au Parlement, c'est la majorité mécanique, et majorité Godillot, comment on appelle, vote mécanique, vote quoi là. Et donc voilà, vote d'exclusion. Et quand la Cour dit, bon, c'est la Cour prête aux ordres, alors vous avez écouté ça, mais non. C'est manquer de respect aux institutions. Je pense qu'il faut qu'il se passe les messages. Ces choses-là, aujourd'hui, à l'heure du numérique et des réseaux sociaux, et de l'intelligence artificielle, par ailleurs, ils doivent faire beaucoup d'efforts pour ne pas éjecter dans la tête des plus jeunes qui aspirent également à la politique cette mécanique de contestation sur fond de mauvaise foi. Je trouve qu'on doit faire un effort vraiment pour pouvoir s'accommoder de nos institutions. Durant les CEDES, si vous avez envie de la changer, vous prenez les actions qu'il faut pour changer, mais ne mettez pas des jugements de valeur sur les institutions. On appelle ça mauvais perdant. Quand vous rentrez dans un jeu, c'est que vous êtes d'accord avec les règles du jeu. Si vous n'êtes pas d'accord, sortez du jeu et commentez, critiquez. Mais vous rentrez dans le jeu, il faut critiquer les règles du jeu, vous n'êtes pas démocrate. Donc, vous êtes un mauvais joueur, normalement. Et il faudrait que notre Constitution travaille à sanctionner les mauvais joueurs. Les articles 34 et 35 de notre Constitution ont besoin d'être opérationnalisés de manière concrète. Et que les classes politiques sachent, les gens sachent qu'ils ont un devoir de moduler leur opinion, leurs propos, surtout lorsqu'ils parlent des lois, des institutions de la République. Ça ne veut pas dire que ces institutions sont exemples de critique, mais il y a des manières de critiquer. Donc la liberté de parole doit aller avec une liberté de temps. Mais l'article 34 dit que tout citoyen a le devoir, impérieux devoir de respecter la Constitution et les lois de la République. Impérieux devoir. Alors, quand c'est un devoir, il doit avoir une coercition. C'est cette coercition-là qui n'existe pas. Oui, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage parce que moi, j'estime que
surtout au niveau de la classe politique. D'autres peuvent le faire. Moi, mes parents du village qui manquent de pluie parfois, où les gens doivent aller au marigot pour prendre de l'eau. Eux peuvent se plaindre. Parce qu'eux ne tapent pas l'État. Ils ne profitent pas directement de l'État. Ils sont dans les bureaux climatisés, profitant de l'État. Même s'ils sont dans les services, même s'ils sont dans la suggestion, ils profitent des fruits directs parce qu'ils ont au moins le droit de décider. Et quand vous êtes en posture de décision, vous êtes bien pour vous. Donc, dès lors, ils sont ceux qui doivent se plaindre les moins. Et c'est ceux-là qui se plaignent le plus. Même les institutions qui les nourrissent. Si vous parlez de coercition, on vit quelque peu dans la police de la pensée. C'est-à-dire, bon, on n'est pas loin de la Gestapo. Vous devez dire ci, vous pouvez dire ça, vous ne pouvez pas dire ça, vous pouvez dire ci. Vous pouvez dire à votre papa qu'il est impoli. Bien. C'est pas normal. Vous ne devez pas dire ça. Même ce que vous cette question n'est pas juste. Même ce que vous venez de dire, je ne devais pas dire. Mais quand vous dites que la cour n'a pas dit. Bon, c'est l'institution. Oui, mais attends, l'institution. Si vous en profitez, vous ne dites rien. Mais si vous n'en profitez pas, ça veut dire quoi? Vous vous réservez un jugement de valeur. Donc, vous déclassez des gens, vous estimez que vous êtes plus intelligent qu'ils ont dit, ils ne disent pas, ils ne sont pas au service de l'État, mais ils sont au service des hommes. Oui. C'est un peu ça. C'est le procès. Vous êtes autorisé à faire des procès sur des gens, ils n'ont pas aussi de manière, ils n'ont pas de droit. En réalité, l'équilibre doit être ceci. Comme je dis, la classe politique doit avoir une certaine éthique, une certaine manière de penser. Je ne me dis pas qu'on critiquer est différent. Hein. Le français, pareil, nous parlons du français. Le français nous donne assez de mots pour dire certaines choses. Et lorsqu'on a combattu un texte et il est voté, promulgué, on passe à autre chose. On travaille à l'interne pour le changer. Donc, moi, je ne trouve plus encore utile que des gens viennent encore pour faire leur récrimination contre les textes. La société civile peut faire ça. Elle ne profite pas de l'État. Enfin, elle ne vit pas au crochet de l'État. Les confesseurs religieux peuvent encore le faire. Même si... Bon, encore que sur ce point... On leur fait un autre procès. C'est-à-dire que tous ceux qui ne sont pas au cœur de l'action de l'État, et en profit, peuvent se donner encore ce plaisir parce qu'on s'estime que, encore que l'article 34 n'a pas parlé de ça, l'article 34 dit que tout citoyen, toute personne, je ne sais pas si on peut voir le texte, mais tout citoyen a l'impérieux devoir de respecter la Constitution ainsi que les institutions et les lois de la République. Je ne le cite pas de mémoire, j'essaie de paraphraser. Mais donc, alors quand on le dit, quand on dit que vous avez l'impérieux devoir, alors, ne pas le faire veut dire quoi? Que vous avez votre liberté. Donc, du coup, quelle est la valeur, quelle est la force probante de l'existence de cet article? Et si on ne l'oppose pas aux politiques? Oui. Mais bon, dans la même constitution, on consacre la liberté d'expression. Mais c'est la même constitution qui consacre la liberté. Donc, votre liberté s'arrête là où commence des autres. La liberté n'est pas sans limite. Toute liberté s'exprime sur la base des lois de la République. On dit toujours que votre liberté s'exerce conformément aux dispositions de la loi. Donc, toute liberté créée s'exerce conformément aux limites et à l'étendue que la loi lui donne. Même la liberté de presse. La liberté de presse. Vous prenez la loi de la vous prenez le code de l'information. La liberté de presse ne peut être limitée que par. Donc, la liberté de presse peut être limitée par. Et on a cité plein de choses. L'ordre public, les indemnités de défense, la protection de l'enfance, de l'adolescence. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas une liberté sans limite. Donc la liberté d'expression, surtout pour l'homme politique, et c'est pour ça que je dis que c'est une faille de notre Constitution. Quand on a érigé l'article 34 et 35, on doit essayer de trouver... Parce que lorsque la Cour constitutionnelle constate peut-être que c'est violé, ça ne suffit pas. Ça doit pouvoir entrer dans le dossier vous voyez, au niveau de l'ODEB, l'association de déontologie de les médias. D'accord? Oui. Pour aller à la HAC, aujourd'hui, on va vous dire un certificat de non-condamnation par l'ODEB à la HAC. La HAC et l'ODEB ne sont pas des juridictions. Ils n'ont pas condamné et pourtant c'est dedans. Ça veut dire quoi? On peut. Ça dit que si les médias sont assujettis à un certain nombre de contraintes, comme celle-là,
Et c'est de l'autocontrainte, parce que c'est d'abord au niveau de l'ODEM qu'on a commencé par mettre ces genres de choses, n'avoir pas été condamné par l'ODEM. Et comme on a dit, l'ODEM, c'est un organe interne, on est obligé d'aller vers l'organe de la HAC, parce que la HAC n'a pas vocation à condamner. La HAC est une autorité administrative indépendante, donc c'est le tribunal, c'est la cour et autres. Donc, et pourtant, on dit certificat de non-condamnation par l'ODEM et par la HAC. Ça vous dit quoi? Que en tant que média, vous devez vous comporter par rapport au tribunal des pairs et par rapport à l'instance de l'autorégulation. Si vous commettez des failles et que la HAC constate que vous avez violé le code de déontologie, c'est ça qu'on appelle condamnation. Oui. Vous avez tel organe à violer, tel organe à violer, quand la HAC constate. Alors que oui, ça, en tant qu'autorité administrative, elle peut le faire, elle a un mandat à ça. Mais en le faisant, nous on appelle ça condamnation. Et ça peut vous empêcher de postuler à la carte de presse parfois. Ça peut vous empêcher de postuler pour des responsabilités relatives aux médias. C'est dit quoi? C'est dit qu'on s'est donné des exigences. Et pourtant, toute cette classe politique se donne les limites de commenter, de critiquer les médias. Et quand ils le font de leur liberté. Donc, vous permettez que l'analyse politique aussi constate qu'on a le besoin, on a un devoir de respecter les institutions. Oui. Je pense que la Cour n'est pas exemple de critique. La Cour n'est pas... elle a sa défense elle-même, elle a ses structures, elle a son service de communication. Ça, c'est la Cour qui est là. Mais quand, de manière générale, il faudrait qu'il y ait un service, que nos politiques aient un service juridique qui travaillent à leur sortie des notes, des fiches, qui leur permettent de comprendre comment nos institutions fonctionnent. Ça fait maintenant 35 ans bientôt. On ne peut plus s'étonner que telle institution fonctionne de telle manière. Il faut s'approprier le fonctionnement de nos institutions, les habitudes de nos institutions et en tenir compte dans le management politique. Voilà, en parlant de liberté de ton, de liberté d'expression, est-ce que vous êtes comme Jacques Migan qui trouve que la conférence épiscopale brouille un peu les pistes, brouille un peu les lignes et puis se fait de la politique sans prétendre en faire? Est-ce que ce n'est pas un jugement d'intention, un procès d'intention? Non, ce n'est pas aujourd'hui que ça se fait. Bon, donc vous êtes sur la même longueur d'onde avec Migan? Absolument, je suis bien des points. Moi, déjà, sous Yahi, moi, je l'ai constaté. Déjà, sous Yahi, il y a quand même des plus de paroles de l'Église, de la conférence épiscopale, que j'estimais trop posées. Nous sommes dans un État qui a ses lois. L'Église ne peut pas. On n'est plus au temps où le clergé et l'État sont communs. Autant on n'est pas dans parti État, on n'est pas dans État Église. Donc moi je suis chrétien catholique, ça c'est vrai. Je respecte, mais c'est moi, c'est pas toi, c'est pas vous, c'est pas l'État. Et l'État est laïque. Et donc, dans un État laïque, aucune confession religieuse ne peut en exiger à l'État. Partager les craintes du peuple de Dieu. Ils n'ont qu'à aller remettre au chef de l'État. Ils ont des citoyens. Moi, ce que je dis toujours, ils sont des citoyens. La plupart, qui sont ceux qui fréquentent les églises? Oui, des citoyens. Comme même les prêtres, eux aussi, sont des citoyens. Non, dont la plupart sont des cadres, des hommes politiques. Oui. Alors, si tant que c'est facile, pourquoi ils n'arrivent pas à les convertir? Pourquoi ils n'arrivent pas à faire des modèles d'hommes publics? Pourquoi à l'interne, les gars se lèvent, ils prennent la communion? Si on prend l'église catholique, les gars se lèvent, ils prennent la communion régulièrement. Alors, si l'église, ce n'est pas une exigence d'opérer le changement, n'arrive pas à opérer le changement qualitatif. Bon, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas de cadre chrétien vertueux qui fasse son travail tranquillement. Il y en a. Oui. La question n'est pas de savoir s'il y en a ou qu'il n'y en a pas. Oui, donc ils réussissent à en convertir. Non, vous allez comprendre. Oui. L'église catholique, c'est peut-être elle qui parle. Mais prenons les autres. Peut-être qu'ils aussi parlent. Peut-être moins haut que peut-être l'église catholique. La conférence épiscopale, peut-être que ça appuie sur l'histoire, sur son histoire. Mais vous imaginez la conférence épiscopale française se mêler de la gouvernance de Macron? Ça peut, sur les questions très fondamentales, comme celle de récemment la fin de vie. De fin de vie, voilà. Ça, c'est des trucs qui concernent le dogme catholique, qui touchent au cœur même du dogme. Donc, du coup, oui, c'est normal qu'ils interviennent. Mais quand l'Église juge que la paix peut être menacée, c'est de leur ressort également d'interpeller les dirigeants. Elle n'a qu'à travailler, avec tout le respect que j'ai pour
l'institution, c'est à elle de travailler. Elle n'a pas... Mettre ces choses dans l'opinion publique, c'est comme si on a... C'est brouiller le jeu. C'est brouiller le jeu. C'est-à-dire que la liberté doit s'exercer dans un cadre formel et responsable. Est-ce qu'un prêtre peut brillamment critiquer la gouvernance catholique dans les médias et il va continuer à exercer? Voilà la question, tout coup. Est-ce qu'il peut? Est-ce qu'un laïc engagé dans une église, j'ai été laïc engagé, est-ce qu'un laïc engagé, et ça je le dis parce qu'il nous a permis de commenter, de critiquer une fois, je sais que ce qui nous est arrivé presque, à Porto Nouveau en ces années-là, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, quand on est dans le mouvement des jeunes. Hein, on a voulu bouger un peu les choses, comment ça s'est passé. Donc un laïc engagé à l'interne peut-il aller plus loin et trouver que ici la gouvernance est mauvaise? Est-ce qu'on le gardera là? Est-ce qu'il sera pas? Quand vous regardez un certain nombre d'éléments internes au fonctionnement de l'Église, vous dites mais ça c'est propre à l'Église, on respecte parce que librement vous vous engagez pour. Mais dans nos pays, les confessions religieuses globalement ne peuvent pas en imposer à l'État. Monseigneur Bernardin Ganty, le cardinal, dommage, il est mort, mais vous voyez, je ne sais pas s'il a laissé beaucoup des écrits politiques. Mais Monseigneur, le cardinal, était à Vatican sous la Révolution. Chaque fois qu'il rentre, il est reçu par Mathieu Kérékou. Quand il s'en va, il est reçu. Ceux qui se disent, le tiers me sort, même le 5e appel, il le dit à la presse. Oui, je suis rentré au pays, c'était normal pour moi d'aller rencontrer l'autre. Mais l'Église catholique a fait énormément dans la démocratisation du système, dans l'ouverture du PPB aux confessions. Au début, c'était compliqué avec les confessions religieuses. Mais là, le management de Bernardin Ganty, pour que le pape Jean-Paul II arrive au Bénin en 82, c'est pas donné. Le pays était fermé révolutionnairement. Mais il y a eu un management. Mais ce management a disparu. Les Monseigneur de Sousa, son management, par rapport à Mathieu Kérékou, c'est particulier. Pourquoi vous pensez que si ce que de Sousa disait, ou bien les reproches de Sousa Kérékou devraient se retrouver dans les médias, vous pensez que Kérékou allait lâcher prise? L'Église catholique doit revoir sa communication. Donc ce que vous dites, c'est elle est bruyante. Les prélats du moment n'ont pas... On a écouté une homélie d'un évêque, à l'époque président de la conférence épiscopale, c'est pas aujourd'hui, c'est Souyaï. Il parle des attentats simulés. Alors, lorsque dans la bouche d'un prélat on entend attentats simulés, ça pose un problème. Parce que le conseil présidentiel de Yahi avait frôlé un attentat. Bref, c'est autour de ça, pas des attentats simulés, tout comme ça. Quand vous l'entendez comme ça, vous êtes choqué. Même s'il dit la vérité, ça ne peut pas sortir comme ça, dans les médias. C'est quand même la puissance de l'État. C'est contre la puissance de l'État. Et le gouvernement de l'Église est à Rome. Ici, nous avons le gouvernement de la République qui est élu et qui a pour mission de maintenir l'ordre public. Donc vous leur demandez quelque peu de ménager la vérité. De gérer leur communication. Parce que légitimement, avec ce que vous voulez décrire, ils se sentent légitimement investis d'une mission. Par qui? Bon, au moins marcher dans les pas de Ganty, non. L'Église. Non, ils ne marchent pas dans l'Église, donc, ils sont investis dans une certaine tradition. Ils ne marchent pas justement dans les pas de Ganty. Ganty n'avait pas une communication bruyante. Moi, c'est pas. Quand vous lisez ce texte, c'est bien rédigé. C'est pertinent. Les sujets qu'ils abordent sont pertinents. Et on ne peut pas dire d'arrêter. Moi, j'adore lire parce que je lis la croix, je lis. Tout ce qui sort de l'église est tellement bien pensé, bien. Sur le plan de la rhétorique, parfois, c'est bon. Mais quand vous voulez faire le reproche à une autorité, vous n'allez pas mettre ça sur la place publique. Bon, en même temps, peut-être que l'autorité ne veut rien savoir. Vous n'êtes pas payé. Le conseil n'est pas le payeur. Oui. La vocation de l'église, c'est dans l'église. Ce n'est pas... Dans quel pays démocratique vous voyez que l'église se met de la politique politicienne? Il n'y en a pas. Pourquoi dans l'Afrique on va faire ça? Bon, en même temps, on a une histoire particulière. On n'a aucune histoire particulière. L'église, la doctrine, elle est là. Le gouvernement, c'est le même gouvernement qui est à Vatican. Il n'y a pas
il n'y a pas un droit particulier reconnu aux évêques, aux conférences épiscopales des églises africaines et que les églises européennes n'en ont pas. Il faudrait que nous puissions, que tout le monde, qu'on se considère comme des gens, comme dirait l'autre, des gens majeurs dans un monde majeur. Et donc, nos failles. Le médiateur national, c'est qui? C'est celui qui sait gronder l'adulte et sermonner l'enfant. Et chacun se quitte en disant, ah ben, il m'a trouvé raison. C'est ça. Or, l'Église a joué le rôle de médiateur national pendant longtemps. Comme je vous l'ai dit. Dompter le régime de PAPB n'était pas facile. Il y a eu il y a eu des situations. Il y a eu des situations. Et la diplomatie de Monseigneur et du cardinal Bernardin Ganty, la méthode, c'est vrai, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas on va me dire ça, il n'y avait pas d'accord. Mais on doit se nourrir. Des groupes aussi sérieux ne peuvent pas utiliser ces éléments-là. Les échanges que l'archevêque de Cotonou peut avoir avec le pape ne se retrouvent pas sur la place publique. Les notes que le nonce fait sur le Bénin ne se retrouvent pas sur la place publique. Parce que le nonce, il est diplomate. Il ne peut pas. Toutes les ambassades que vous voyez ça au Bénin font des notes internes sur nos pays, à leur capitale. Vous n'avez jamais retrouvé ça sur la place publique parce que c'est interne, c'est des notes d'analyse. Parfois, les capitales renvoient ça parfois à nos États. Parfois, nos États répondent à certaines choses. Parce que, alors, la diplomatie fonctionne d'une certaine manière. Tout comme, d'ailleurs, donc, le management de l'Église doit fonctionner de cette manière-là. Et quand je dis l'Église, ce n'est pas que l'Église catholique, je parle de tout. Donc, tout comme d'ailleurs, même le médiateur de la République qui est là, il ne va pas gronder, il connaît beaucoup de situations. Peut-être pas trop politique, mais il ne peut pas mettre sur la place. Quand vous êtes à une position médiane, où vous devrez manager des gens forts, puissants, et les faibles, vous devez avoir une diplomatie particulière. Même le parent, comme je l'ai dit, ne peut pas gronder l'adulte et l'enfant de la même manière. Il y a une manière de le faire, et l'abrapalable de nos parents servait à bien le faire. Alors, moi j'estime que, tout simplement, je ne fais pas le procès de l'Église, loin de moi, je suis catholique, mais je n'ai pas changé de religion. Mais j'estime qu'il faudrait quand même que l'Église s'adapte à l'évolution de nos situations. Nos chefs d'État ne sont pas obligés d'être à l'écoute de l'Église. C'est à l'Église de faire l'effort de se faire comprendre et entendre. Mais prendre les populations à témoin n'est pas ça. Elle n'a pas une légitimité reconnue. Elle l'a créée autour des populations, un rapport de force entre nos religions endogènes et elle. Elle n'a pas de légitimité reconnue, mais c'est un puissant corps social, l'Église, le peuple oui, de parce Dieu, que nos États ont voulu. Oui. Quand le PPB a considéré la croyance ou la non-croyance à une religion relève d'une pure... c'était ça, la doctrine de la Révolution. Donc, c'est la doctrine de la Révolution, en tout cas de cause, nul n'a le droit de débattre contre la révolution béninoise sous prétexte de... C'était ça, le texte, je ne l'ai plus par cœur. Mais considérer la croyance ou la non-croyance à une religion, ça relève de la pure liberté de chaque citoyen. Donc, comme je le dis, donc, au nom du respect du corps social national, où certains peuvent être d'accord avec l'Église, d'autres avec l'islam, d'autres avec les religions endogènes, d'autres même avec du syncrétisme, chaque confession doit faire un effort de mieux gérer sa communication. C'est normal qu'on écoute les prélats sur un certain nombre de points, mais ils ne doivent pas invectiver contre l'État. Une loi comme ça, ça ne peut pas fonctionner de cette manière-là. Oui, bon, au final, pour cette loi, ils ont dit discutons. Non, l'État ne peut pas discuter avec l'Église. Il ne faut pas la même chose. L'Église propose et l'Église travaille son corps. C'est démembrement. C'est membres. Moi, mon problème, mon tout petit problème, c'est que l'Église est puissante. Mais il n'a qu'à travailler sur le mental de ceux qui peuvent être nos gouvernants. Mais il y a une aumônerie, des cadres et personnalités. Mais ils n'ont qu'à travailler. Mais il y a un temps où les cadres ont pondu un communiqué contre l'État, il y a 4 ans, 5 ans par rapport aux élections de 2019. Mais c'est pas... non, c'est eux. Mais qui sont ceux qui deviennent les ministres de demain? Vous avez un président des élections. C'est rare que vous ayez cette personnalité qui ne soit pas touchée quelque part, soit musulman, soit chrétien catholique, soit chrétien évangélique, soit chrétien méthodiste. Ils sont quelque part.
C'est dans leur mental qu'ils doivent travailler. C'est sur eux qu'ils doivent travailler et non sur le chef de l'État. Mais si le chef d'État est membre d'une communauté, ils n'ont qu'à l'inviter, en toute fraternité, et discuter avec lui. Nous, on n'a pas... Moi, le pays doit se sentir laïque. Le pays doit se sentir laïque, même à l'interne, même si à l'interne, les jeux vont se jouer. Moi, je n'ai aucun droit d'interdire au prélat, à la conférence épiscopale, d'aller dans l'orientation qu'elle veut. Mais il faut qu'on épargne les populations qui sont libres d'être catholiques ou d'être protestants ou d'être syncrétistes. Il faut qu'on leur épargne disons, ce type de communication qui qui frôle une certaine mise en scène. Non, je pense qu'il faudrait... Nos États doivent être respectés. Moi, j'estime que notre totem que nous-mêmes on a mis en place, on ne peut pas le botter d'un coup de pied. Donc, du coup, pour moi, si l'État va à la dérive, ça veut dire que les populations acceptent que l'État aille à la dérive, ou alors elles seront l'arrêter. Elles seront l'arrêter à un moment donné. Si le peuple ne trouve pas son compte, il finit toujours par se rebeller. Il n'y a rien à dire. Donc, la paix, ce n'est pas un mot, la paix est un comportement. Donc, le comportement peut être induit par... Lui peut être mis sur le feu pour quelqu'un qui dit « je veux la paix ». Sous prétexte de la paix, on peut créer la guerre. Qui veut la paix, prépare la guerre, dirait l'autre. Alors, je pense qu'il faut travailler. Nul n'a le monopole de la paix. Nul n'en a le monopole. Et donc, tous les corps, je ne vois pas un chef d'État qui travaille contre la paix. Je ne vois pas un ministre qui travaille contre la paix. Je ne vois pas un quidam qui va travailler contre la paix. Parce que quand ça s'embrase, ça prend tout le monde. Alors, moi, je ne vois pas pourquoi. Alors, par contre, les différents corps sociaux, ce qu'on appelle les groupes constitués, les corps doivent travailler, chacun de là où il se trouve. Et donc, que l'Église catholique veuille perpétuer les actions des divers prédécesseurs à eux, mais il faudrait qu'elle adapte son mécanisme avec les réalités d'aujourd'hui. Un courrier envoyé au chef d'État ne peut pas être dans la presse avant que le chef d'État ne reçoive ça. Un communiqué de presse, à la fin d'une conférence épiscopale, une déclaration, on doit, quand ça concerne l'État, sinon, lorsque la conférence épiscopale travaille, mais c'est à l'interne de l'Église. Normalement, l'État doit être lu dans les églises et non à la télévision nationale. Et non sur les réseaux sociaux. C'est l'église assez de canaux de communication. Voilà. Donc, moi je pense qu'il faudrait que l'église repense sa communication. Elle sera plus, vous allez voir qu'elle sera encore plus écoutée. Parce qu'elle a de bons cas, elle a le mérite de faire des réflexions prospectives. Ce que beaucoup ne font pas. Et de faire des réflexions judicieuses, ce que beaucoup ne font pas. De faire des réflexions pertinentes, ce que beaucoup ne font pas. Mais à partir du moment où vous mettez ça sur la place publique, vous braquez tout le monde. Donc, même s'il y a du bon dedans, il y en a. Donc, moi, j'estime qu'il faut qu'elle change. Moi, depuis le Yahi, je me suis fait ma religion que l'Église catholique a une communication qui n'est pas bonne en matière sur les questions politiques. La lettre pastorale de 89, recherchez-vous et le béné sera sauvé. C'est dans un contexte très, très particulier. On ne va pas la reprendre aujourd'hui. Donc les lettres pastorales, les déclarations, ça doit tenir compte du contexte. La démocratie se nourrit toujours de ces moments que nous vivons. Si on ne veut pas de la démocratie, alors on fait la politique du centralisme et il n'y aura pas de souci. Il y aura un parti unique, un bureau politique, et puis ça s'en va, et tout le monde sera tranquille. Alors, donc, s'il n'y avait pas eu la banqueroute à l'époque de 88, entre 86 entre 85 et 89, le système se poursuivrait. C'est un système de fermeté, où le pouvoir pyramidal est bien tenu. Alors, si on a envie qu'il y ait démocratie, on doit s'accommoder des moments de tension. Et quand c'est comme ça, c'est pas parce que dès qu'il y a dans un jeu viril comme le Rubik, c'est pas parce qu'on a fait, comment on appelle ça, plaquage que le jeu est dangereux et qu'on doit arrêter. Donc il ne faut pas que tout le monde s'émeuve parce que le jeu démocratique se déroule et que chacun utilise ses dribbles, ses manières de dribbler ou ses subterfuges pour gagner le pouvoir. Ça fait partie du jeu démocratique. Voilà. Que les institutions tournent et que tout fonctionne. Gageons pour ça et prions pour la paix. Donc moi je pense que nous sommes dans le temps pascal. Je suis chrétien. Dimanche de Rameau. Oui, ça annonce la période de la passion du Christ. Je pense que
il faudrait peut-être, et je suis peut-être mal placé, je ne suis peut-être pas à la voie autorisée, mais je pense en tant que citoyen que tous les sorties de l'Église catholique, quand je vais dans une église, dans une cathédrale, dans une chapelle, et j'écoute, je me dis, ah, c'est moi-même qui me suis porté ici. Mais quand c'est en direction du chef de l'État, ce n'est pas dans les réseaux sociaux, on va lire ça. Quand c'est en direction des classes politiques, ce n'est pas dans les réseaux sociaux. L'Église a les moyens de faire mieux que ça. Et je souhaiterais qu'elle fasse beaucoup mieux que ça. Voilà. En parlant du jeu démocratique, tout pour le jeu, tout fait par... Bon, ce que c'est un jeu auquel, un jeu viril, vous avez dit tout à l'heure. Pour finir sur ce sujet du code électoral, est-ce que les suscitations de candidatures font toujours partie du jeu aujourd'hui? Maître Migan, je vous donne sa position, c'est non, un non ferme. Et d'ailleurs, il dit que même le procureur de la République peut se saisir de ces mouvements sous le prisme de trouble à l'ordre public. Je pense que c'est lui qui fait trouble à l'ordre public. Non, je pense bon, c'est un bâtonnier. C'est une incitation à trouble. C'est le bâtonnier. Non, pour un avocat, c'est pas ça, on est en opposition. Ça, on est en opposition, pas parce que j'adoube les... Vous voyez, c'est des manifestations normales de liberté. Ça, on appelle ça des mises en bouche, entrer en matière, bris de glace avant même les vrais combats. En fait, la loi, le nouveau code a tracé la ligne. Et si les situations vont continuer, qui peut empêcher? C'est des manifestations normales, c'est une animation de vie politique. Les mouvements politiques animent la vie politique. Hein? Je suis libre de dire, vous me paraissez avoir la tête de pouvoir. Alors, dire ça, est-ce que j'ai commis une faute? Pour que le procureur... Si vous le dites trop fort, je peux porter plainte. Non, vous, oui. Vous pouvez porter plainte. Oui. Mais encore... Non, si vous le dites bruyamment, le procureur peut dire... Bruyamment comment? Si vous envahissez ma rue, vous dites... Non, si j'envoie le procureur... Non, là, ce serait pour... Le trouble à l'ordre public n'est pas parce que je dis que quelqu'un à la tête du pouvoir. Oui. Le trouble à l'ordre public serait que à 22h ou à minuit, je sors les entonnoirs et je crie que nous, moi, à la tête du pouvoir. Donc ça, ce n'est pas le message même, c'est le procédé. Oui. Ah non, écoutez, les situations... Moi, j'estime que les situations de candidature n'engagent que ceux qui suscitent les candidatures et animent le jeu. Maintenant, si le procureur estime que ça fait trouble à l'ordre public, il va motiver. Ouais, moi, je me dis toujours que chacun a sa place. Mais il ne faut pas qu'un avocat nous dise ça. C'est pas normal. Non. Le texte faut ce qu'il faut. Ceux qui font les situations de candidature aujourd'hui, ils savent bien que le jeu se jouera dans les partis. Ils le savent. Ils ont lu le code électoral. Ils savent ça. Mais s'ils continuent, ça veut dire qu'ils comptent quelque chose. S'ils continuent, peut-être qu'ils ont envie d'occuper le terrain. En attendant, peut-être que les partis disent ce qu'ils veulent dire. Moi, je pense que le jeu est déjà presque fait. Ça se joue dans les partis politiques. Mais alors, si ça se joue dans les partis politiques... Bon, il faut laisser le temps de l'échauffement. Je pense. Et pour moi, il appartient toujours au parti de faire le management. Est-ce que parce qu'on a dit que nous, moi, à la tête du pouvoir, un parti peut dire, bon, je désigne nous comme candidat. Bon, c'est pas aussi facile. Voilà, donc du coup, ça veut dire que personne ne peut désigner comme candidat s'il n'est pas membre ou s'il n'est pas choisi par le parti. C'est connu, non? Mais pourquoi on va encore demander au procureur de faire un trouble à la public? Pourquoi? Je pense que de telles inspirations ne sont pas motivantes, elles ne sont pas pertinentes. Je pense à la limite, elles sont bloquantes. Ouais. Parce que ça peut donner l'impression d'une sorte d'empaquetage. Non, je ne pense pas qu'on puisse dire des choses comme ça. La décence, c'est de laisser ces mouvements s'éteindre d'eux-mêmes. Hein? Ou alors de les laisser aller au bout et qu'on va voir comment ça peut fonctionner. Il y a deux choses possibles. Soit ça promet, soit ça ne promet pas. Le chef de l'État lui-même dit, il faut attendre un certain temps. Le mouvement se poursuit. Le code électoral a fixé le cap. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Je pense que tout le met en place. Peut-être que dans 2-3 mois, ça ne se fera plus, je ne sais pas. Moi, je pense que c'est des phénomènes auxquels on doit apprendre à s'adapter. Vous savez, l'animation à l'interne d'un parti doit pouvoir aussi... Ces mouvements, est-ce qu'ils sont... Oui, c'est parce que tout ça ne se structure pas encore. Sinon, à l'interne d'un parti, moi, je suis membre d'un parti, je peux dire, bon, moi,
mon clan, dans le parti, pense que vous avez la tête du pouvoir. Je n'ai pas encore désigné. Qui le dit? Est-ce qu'il a désigné le candidat? Non. Moi, mon clan n'a pas pouvoir désigner le candidat. C'est à moi de travailler dans le parti pour que mon clan ait la possibilité. Or, aujourd'hui, on ne connaît même pas encore le mécanisme de la désignation. Si je prends l'exemple. Si c'est un mécanisme de vote des sympathisants, par exemple, je suis sûr qu'on n'a pas encore assez de voix au Bénin, mais si c'est un mécanisme de vote des sympathisants, par exemple, les mouvements là auront servi à quelque chose. Auront servi à quelque chose parce que, à force de travailler sur... Voilà. Donc, je pense qu'il faut laisser. Ça nous permet aussi de découvrir peut-être ces choses. Maintenant, si à l'interne les partis ne veulent pas, les partis sortent leurs directives contre les membres en leur disant abstenez-vous de participer à ces consultations. Moi, je pense que aussi simple que ça. Bref, je pense que n'importe qui doit se lever pour dire on n'arrête pas. Il y a les organisations et habiletés qui sont là, qui peuvent le faire. Mais allez sur la demande de parler de troubles à l'occupation dans la société. Regardez, quand le ministre Wadaïn, le ministre d'État Wadaïn a été cité, il a fait une publication. Et puis bon, c'est terminé. Il ne faut pas qu'on confonde le procès. Oui, parce que là, il était question de harcèlement. Merci. Il ne faut pas qu'on confonde. Donc, si quelqu'un dit je ne veux pas, c'est qu'il a dit je ne veux pas, il ne faut pas continuer. Maintenant, quelqu'un peut dire, bon, moi je vous laisse faire. Après, on verra si l'État, si dans l'absolu je ne suis pas contre, je peux me taire et attendre que le parti ouvre le jeu. Pourquoi pas? C'est ça aussi l'attitude que nous avons. Donc, a priori, je trouve que ça va se jouer. Les tests sont en place. Après, sur le terrain, comme ils sont sur le terrain pour convaincre, pour expliquer les choses. Oui, c'est des choses dont ils vont discuter directement avec les populations aussi. Oui. Je ne pense pas que... moi, évoquer trouble à l'ordre public, je trouve que c'est pas bien sûr. Voilà. On va s'en arrêter là pour le code électoral. Très rapidement, on va commenter pour finir une autre situation. C'est le cas du Niger. Agapine Ablom Aforican, qu'est-ce qui cloche de ce côté-là? Parce qu'on l'a vu, le Bénin, les gestes de bonne volonté du Bénin qui a tout fait après la décision de la CEDEAO d'ouvrir ses frontières. Mais de l'autre côté, la frontière du Niger est toujours fermée. Alors que dans le même temps, le Nigeria à peine ouvert ses frontières et que le Niger ouvre de l'autre côté. Est-ce que les Nigériens ont un grief particulier contre nous? Bon, en fait, c'est ce que ça laisse croire. Les Nigériens ont un grief contre le Bénin, ils l'ont dit plusieurs fois. Bien. Oui, d'abord moi, sur cette question, ça va finir par se faire. Je pense que les autorités se parlent. On a eu une délégation nigérienne qui était au Bénin, donc on va devoir garder notre patience et peut-être notre sang-froid. Le Bénin fait ce qu'il doit faire. Le Niger fera en son temps ce qu'il a envie de faire. Bien, quand on a dit ça, c'est vrai que ça pose un gros problème de respect des textes communautaires et donc des limites de la souveraineté face aux exigences communautaires. C'est peut-être des chantiers sur lesquels nos chefs d'État doivent beaucoup travailler et quand ils se retrouvent. Le Bénin et le Niger sont membres de l'UEMOA. Il y a les dispositifs de libre circulation des biens. Bien, donc, c'est là qu'en remontant aux décisions prises en juillet, on peut dire oui, effectivement, lorsque vous êtes membre de deux organisations qui font deux choses différentes, peut-être complémentaires, alors laquelle fonctionne ou laquelle ne fonctionne pas. En ces moments-là, parce que bon, le Bénin aurait pu dire je respecte la CEDEAO, mais c'est vrai que bon, dans la foulée, le mois même a été emballé. Là, c'était sanctions. Je trouve que c'est une très grosse erreur. Comme l'emballe du mois dans ces choses, il faut que le mois reste enfermé dans son espace, dans sa vocation d'union économique et monétaire. Union économique et monétaire, ça c'est important. Mais bon, ça c'est des sujets qui sont trop sensibles, parce que c'est des sujets entre États et l'extraterritorialité n'est pas quelque chose d'aussi facile, parce que la puissance de l'État, ce qu'on appelle la souveraineté, parfois prend le pas sur tout. Vous voyez, au départ on dit le droit, la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État. C'est le principe mondial, c'est le principe normal. Après, on dit le devoir d'ingérence. Alors, comme je l'ai dit, il y a des notions altères politiques, comme on peut le dire, qui viennent des groupes de pression
ou des groupes comme l'élection comme inclusif, élection inclusive, élection inclusive ne veut rien dire, parlement monocolore ne veut rien dire. Ouais, donc majorité, minorité ne veut rien dire, une minorité. C'est des trucs qu'on a créés dans le temps pour ouvrir des brèches. Mais quand on ouvre des brèches, on crée des confusions. Vous voyez, on crée des confusions. Et c'est ça le vrai problème. Le principe, c'est la souveraineté. C'est la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Le devoir d'ingérence, il faut déjà le conceptualiser, en faire un traité que les gens votent bien. Même si les gens votent des traités, et enfin, signent des traités et même les ratifient, ils ont le choix de les quitter à tout bout. On a vu les États-Unis par rapport à l'UNESCO. Oui. On a vu par rapport au CPI. Donc, moi, je pense qu'il faut travailler. C'est des chantiers à travailler. La réflexion doit... Les cadres... C'est pour ça que je dis des experts. Oui, ces organisations doivent avoir des groupes d'experts. Ce qu'on appelle la veille intellectuelle. La veille, la prospection. Les directions d'études prospectives. Une intelligence future. Une intelligence pour le futur. En état de veille. Qui produisent de la matière. Oui. Qui nourrissent nos chefs d'État. Est-ce que dans nos organisations internationales, est-ce que les gens sont vraiment outillés? Est-ce qu'ils se donnent ce temps? Combien ne font pas que de tourisme? Combien ne calculent pas le nombre de dollars qu'ils gagnent par mois? Oui. Combien ne sont pas... Voilà un peu... Je ne parle pas de questions. Ce que je dis va au-delà de la Niger. Oui. C'est pour dire qu'il y a... C'est un vaste chantier à gérer. Parce que vous reprenez aujourd'hui... Excusez-moi. Parce que vous reprenez aujourd'hui notre espace CEDEAO. Regardez... Aujourd'hui, ce 23 mars, c'est heureux que les élections, 24 mars, voilà. C'est heureux que les élections aient finalement lieu un mois après. Et ça devait avoir lieu le 25 février. Oui. Donc ça a lieu un mois après. C'est heureux. Mais demandez, Macky Sall est toujours convaincu qu'il avait raison. Oui. Mais ces élections quand même... Il a encore dit. Mais ces élections quand même lieu aujourd'hui. Oui. Hein? Regardez, en dehors du Sénégal, la Côte d'Ivoire, Ouattara se demande s'il ne prendrait pas un 4e mandat. Donc ça veut dire quoi? Il trouve légitime de pouvoir, alors qu'il aurait dû quitter le pouvoir, parce qu'il avait déjà fait ses 2 ans. Vous regardez autour de nous, le Togo engage une nouvelle dynamique. Et il est libre de le faire. Alors, regardez encore les 3 pays, Mali, Burkina et Niger. Nous sommes aujourd'hui en proie à une réorganisation, à une sorte d'instabilité, une sorte de recroquevillement de chaque État dans son, voilà, sur soi, et donc d'interpellation des notions comme la souveraineté. Et donc, quand ça arrive comme ça, il faut que l'intelligentsia travaille au-delà des postures d'aujourd'hui pour vraiment se poser la bonne question. Pourquoi en arrivons-nous là? Et moi, je vous le dirai. C'est 90. Le rêve de 90 est terminé. La chute du mur de Berlin, la démocratisation, il n'y a pas de démocratie en développement, c'est terminé. Par contre, nous embrayons une nouvelle dynamique. Que peut-être les experts, les cadres, les diplômés, les gouvernants n'ont pas vu venir. Mais l'Internet, le numérique, l'intelligence artificielle nous plonge dans une instabilité constante. Dans l'animation, dans l'avènement des choses que aujourd'hui, nos gouvernements ne peuvent plus se former comme avant. Les conseils techniques ne peuvent plus fonctionner comme avant. Les gouvernants, les dirigeants ne peuvent plus fonctionner comme avant. Avant, les histoires des téléphones rouges, c'est fini. C'est téléphone constant, c'est dans les mains. Vous devez en avoir 4-5. En tant que gouvernant. En fait, le monde on n'a plus rien à voir avec 90. Alors, est-ce que nos États sont outillés? Regardez, la France elle-même, puissance par rapport aux exigences de l'Union européenne. Est-ce que la France est à jour? C'est là la question. Est-ce que la France même n'a pas un problème interne par rapport à cette population, par rapport à l'appropriation même du mécanisme européen? Les Américains, on est loin, donc on ne sait pas ce qui se passe. Mais ce qui est passé au Capitole,
En Afrique, on a comme très émotif, on a juste commenté. On ne peut aller plus loin pour comprendre quels sont les... Tout le monde dit, bon, Trump est un fou. Non, Trump n'est pas un fou. Il a gouverné les États-Unis pendant 4 ans. Et il s'apprête encore à le faire. Voilà, donc, pourquoi c'est arrivé? Ce n'est pas qu'un simple mouvement de foule. Donc, nous devons repenser. Nous devons aller au-delà du train-train quotidien. Et c'est ce que moi, je voudrais appeler notre intelligence africaine. Et donc, notre classe politique par ailleurs, qui au lieu de se lamenter sur des textes qui sont déjà promulgués, qui doivent avancer, qu'on pense, qu'on réfléchisse au monde de demain. Moi, je suis du secteur des médias. Je me lamente. Je me lamente. On n'a plus de temps. Je me lamente. Je pense que il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Et ce cas nigérien n'est pas que... Ce n'est pas une pathologie des autorités nigériennes. Non. C'est symptomatique de quelque chose de plus profond. C'est symptomatique de plus profond. Quand vous écoutez le capitaine Traoré, son interview, ça ressort quelque chose. Quand vous écoutez l'autre, la rhétorique malienne, ça ressort quelque chose. Ce n'est pas que des caprices de pushistes. Il y a en bas des intelligents. Leurs premiers ministres sont-ils des militaires? Non, pas forcément. Il n'y en a pas un seul militaire. Il n'y en a pas un seul. Alors, on doit réfléchir. Voilà, merci à Capitaine Napoléon Mafrican pour le décryptage de ce jour. On s'en arrêter là. Merci pour vos éclairages. Mesdames et messieurs, nous sommes au bout du rendez-vous de ce dimanche 24 mars 2024. Merci de nous avoir suivis. Bien évidemment, comme d'habitude, vous pouvez retrouver nos échanges sur notre chaîne YouTube E-Télé Bénin, notre site internet du même nom, notre page Facebook E-Télé en direct, notre compte X E-Télé Live et nous suivre comme à l'accoutumée via notre application Télé Bénin. Ne quittez pas votre position parce que bien évidemment votre dimanche soir se poursuit avec l'émission Nouyeng-Bassa. Donc rendez-vous dans quelques minutes avec Da Sojo. Télé avec vous, pour vous.